Mon nom est Marcus et je travaille comme agent d'entretien pour la Fondation SCP. Si vous ne savez pas ce que c'est mieux comme ça, croyez-moi. Je n'ai jamais rêvé de nettoyer les couloirs d'une organisation secrète cachée sous des montagnes. Non, moi je voulais juste un travail normal, un salaire régulier, une assurance santé et un peu de respect quand on me dit bonjour le matin. Rien d'extraordinaire. Mais la vie a cette manie de te pousser dans des endroits où tu ne pensais jamais mettre les pieds. Et parfois, ces endroits ne devraient même pas exister. Avant d'en arriver là, j'étais simple concierge dans un collège municipal. Une routine tranquille. Café à 6 heures, balai en main à 7, pause à midi, seul, dans une salle de repos à moitié éclairée, avec un distributeur cassé. Je pouvais faire ça toute ma vie. Et puis, le collège a fermé. Budget coupé. 3 semaines pour vider nos affaires. Une poignée de main, un chèque ridicule et des sourires gênés. J'avais 38 ans et j'étais déjà trop vieux pour convaincre quelqu'un de m'embaucher, trop jeune pour renoncer. Ma femme, Jen, faisait de son mieux pour rester optimiste. Elle disait « Marcus, c'est peut-être un signe, tu vas trouver mieux ». Mais je voyais bien la fatigue dans ses yeux. Elle avait repris des shifts de nuit dans un vieux diner, à servir des types qui la regardaient plus que leurs assiettes. Et moi, je restais là, à faire défiler des annonces d'emploi sans réponse, à entendre le tic-tac de l'horloge plus fort que tout le reste. Et puis, la lettre est arrivée. Pas de timbre, pas d'adresse de retour. Juste mon nom écrit à la machine, sur une enveloppe beige. À l'intérieur, une seule page. Poste disponible pour agent d'entretien expérimenté. Travail de nuit. Discrétion requise. Présentez-vous au point indiqué à 20 heures précises. Rémunération versée chaque fin de service. Aucune question. C'est tout. Pas de signature, pas de logo. Rien. John a cru à une blague. Moi, j'y ai vu une chance. Peut-être pas une bonne, mais une chance quand même. Nous étions à court d'argent. Vraiment à court. Alors j'ai pris ma vieille voiture, j'ai suivi les coordonnées jusqu'à une route de montagne. Rien autour, juste des pins, du brouillard et un portail métallique sans gardien. Je me suis approché, une caméra a clignoté et un bip a retenti. Puis le portail s'est ouvert, comme si on m'attendait déjà. Je ne sais pas pourquoi, mais à cet instant, quelque chose en moi a compris, ce n'était pas un simple emploi. Le couloir que j'ai traversé ce soir-là semblait sans fin. Des murs blancs, impeccables, sans la moindre trace. Un silence si lourd qu'on pouvait entendre la lumière grésiller au plafond. Au bout du couloir, un vestiaire. Mon nom, Marcus, était écrit sur un casier déjà prêt. À l'intérieur, une combinaison bleue, une carte magnétique et une feuille. 6 lignes tapées à la machine. Les 6 règles. 1. Toujours nourrir l'ours avec ses Cheerios. 2. Si vous croisez Miss Lady, saluez-la et continuez votre chemin. 3. Ne clignez jamais les yeux face à Randy. 4. Ne tournez pas le dos à Gusty. 5. Assurez-vous que la cellule du Yellow Kid soit toujours sous la pluie. 6. Donnez le repas du Sandman à 20 heures précises. Je suis resté figé un moment à lire ces lignes absurdes. Un ours? Une Miss Lady? Un Sandman? Je pensais que quelqu'un se moquait de moi. Mais quand j'ai vu le chariot prêt, le seau d'eau, les produits d'entretien et le badge qui ouvrait chaque porte sans résistance, j'ai compris qu'il n'y aurait pas d'interview, pas de supérieur. Seulement un travail à faire et des règles à suivre. Les premiers jours, je ne voyais rien d'anormal. Les couloirs étaient déserts, les vitres propres, les sols froids sous mes bottes. J'étais seul, ou en tout cas, je le croyais. Mais très vite, j'ai remarqué des choses. Des traces de pas qui apparaissaient derrière moi, des bruits d'eau qui coulaient alors que tout était sec, des ombres qui bougeaient sur les murs sans que personne ne passe. Chaque matin, je retrouvais dans mon casier une enveloppe,
toujours la même, épaisse, lourde, remplie de billets. Aucune note, aucun mot. C'est comme ça que tu tiennes. Quand t'as faim, tu arrêtes de poser de questions et tu continues à venir. Un garde me vit un soir, sans me regarder. La fondation SCP existe pour une seule raison, garder le monde ennuyeux. J'ai ri nerveusement, il n'a pas souri. Routine keeps the weird things asleep, qui m'a dit. La routine garde les choses étranges endormies. Et c'est là que j'ai compris. Ici, tout tourne autour d'un seul principe. Le contrôle. Ils ne cherchent pas à comprendre le surnaturel, ils cherchent à le fermer. Chaque objet, chaque créature, chaque chose qu'ils gardent ici a un nom de code. SCP suivi d'un numéro. Mais les employés, les vrais, n'utilisent jamais ces numéros, ils leur donnent des surnoms. Peut-être pour se rassurer, peut-être parce que les appeler par leur vrai nom, c'est leur donner trop d'importance. Moi, je n'étais qu'un simple nettoyeur. Mais la nuit où j'ai rencontré Mr. Hugs, l'ours en peluche géant, j'ai compris pourquoi ces 6 règles existaient. Avant qu'on continue, si vous êtes encore là, abonnez-vous à Nuit d'horreur, parce que ce que vous allez entendre va changer votre façon de regarder les couloirs vides la nuit. Et croyez-moi, vous voudrez savoir comment ça se termine. Je me souviens encore de la première fois où j'ai croisé Mr. Hugs. À ce moment-là, je pensais encore que ces histoires d'anomalies étaient des exagérations d'employés fatigués. Un vieux garde m'avait juste dit « Si tu veux dormir tranquille, Marcus, retiens bien la première règle. Donne toujours ces Cheerios à l'ours. » J'avais ri. Il, non. Mr. Hugs. Secteur B. Deuxième couloir. Dernière cellule sur la gauche. Là où l'air est plus froid que partout ailleurs. Son enclos, ou plutôt sa cellule, est presque beau à regarder. 3 parois de verre, une lumière blanche parfaitement calibrée, un sol capitonné comme dans une salle d'enfant, sauf qu'il n'y a rien d'enfantin ici. Au-dessus de la porte, une pancarte, un visage de nounours rouge, dessiné comme un logo pour pédiatrie. Une blague sinistre. Derrière le verre, il attend. 9 pieds de haut, fourrure épaisse, râpée, parfois collée par endroits comme s'il avait été traîné dans la boue. Un œil de verre absent, l'autre trop grand, animé d'un léger mouvement qui imite le battement d'une paupière. Quand tu le regardes, tu as l'impression qu'il respire. Pas fort, pas vite, juste assez pour que ton corps comprenne qu'il est vivant. Je passe devant lui chaque nuit, toujours à la même heure. Je m'arrête. Je dépose la boîte de Cheerios, celle de carton jaune, la classique, jamais la version miel ou multigrain, sur le petit plateau métallique à l'entrée de la cellule. Je presse le bouton, le plateau glisse à l'intérieur, disparaît. Et c'est tout. Je l'ai jamais vu manger, je l'ai jamais vu bouger. Mais quand je repasse plus tard, la boîte n'est plus là. Aucune trace, aucun bruit. Un soir, j'ai voulu comprendre. J'ai fixé une petite caméra sur la boîte, histoire de filmer ce qui se passait. Le lendemain matin, j'ai retrouvé la caméra sur le plateau. La boîte avait disparu, la caméra fonctionnait toujours, mais la mémoire, elle, était complètement vide. Depuis ce jour, j'ai arrêté de poser de questions. Je dépose la boîte, je m'en vais. Toujours 2 exemplaires dans mon chariot, au cas où. On raconte que Mr. Hugs appartenait autrefois à une petite fille quelque part en Alabama. Une gamine malade. Quand elle a commencé à dépérir, les animaux de la ferme sont morts les uns après les autres. Les chiens, les cochons, les chèvres. Pas de blessures, pas de traces de lutte. Juste morts. Quand la fondation est arrivée, il ne restait plus rien dans la maison. Seulement Mr. Hugs, assis au milieu de la grange, entouré de carcasses. Dans sa cellule, il y a aujourd'hui une photo collée à la vitre. On y voit la petite fille, souriante, tenant un nounours flambant neuf. La légende dit « avant ». Chaque fois que j'y passe, je sens quelque chose bouger à l'intérieur,
comme si la pièce respirait à travers lui. Et parfois, juste avant que je quitte la salle, son œil me suit. Toujours lentement. Toujours trop lentement. Un brondement sourd suivi d'un souffle de vent artificiel. Et quand j'atteins la porte, je jurerais entendre un bruit derrière moi. Un bruit de carton froissé, comme une main gélante en peluche qui serre une boîte vide. La deuxième règle, je l'ai apprise à la dure. Si tu vois Miss Lady, tu lui dis bonsoir, puis tu continues ta route, sans t'arrêter, sans poser de questions. On l'appelle Miss Lady ici. Officiellement, c'est SCP-7231, mais personne n'utilise son numéro. Les employés la nomment en chuchotant, comme si dire son nom trop fort pouvait la faire venir. Les premiers rapports la décrivent errant dans les rues de Las Vegas, derrière un vieux motel désert. Un homme qui sortait les poubelles a d'abord cru à une femme ivre, jusqu'à ce qu'il remarque que le haut de son corps n'existait plus. Pas de coupure nette, pas de plaie ouverte, juste le vide. Une moitié de torse manquant, les organes exposés dans un silence morbide. Quand la fondation est arrivée, elle tournait en rond derrière le bâtiment. Ils ont ouvert la porte du fourgon. Elle est montée d'elle-même, comme si elle attendait depuis longtemps. Depuis, elle erre dans les couloirs entre 2 et 3 heures du matin. N'aimait avant, n'aimait après. Et aucun verrou, aucune cellule n'a jamais réussi à la retenir. La première fois que je l'ai vue, je ne connaissais pas encore la règle. J'étais dans le secteur B, seul, en train de laver le sol. Il devait être 2 heures du matin. J'ai entendu des pas derrière moi. Des pas précis, calmes, réguliers. Je me suis retourné. Et je l'ai vue. Ses jambes étaient pâles, effilées, presque transparentes sous la lumière blanche. Ses pieds nus claquaient sur le carrelage, laissant de petites marques ombres à chaque pas. Et au-dessus de ses hanches, nu. Juste le vide. Un vide mouvant, humide, d'où pendait quelque chose de vivant. J'ai lâché ma serpillière. Tout est devenu noir. Quand j'ai ouvert les yeux, un garde était au-dessus de moi. Aucun mot de réconfort. Juste une phrase dite d'une voix lassée. « Règle numéro 2, Marcus. Tu la salues, tu continues ton chemin. » Depuis, je ne fais plus jamais l'erreur. Quand j'entends ces pas, je garde la tête droite. Je dis simplement « Bonsoir, Miss Lady » et je marche, sans m'arrêter, sans regarder. Elle ne répond jamais, mais parfois, je sens son bref passer juste à côté de moi. Froid, lourd. Et quand elle s'éloigne, ses traces s'évaporent lentement, comme si le sol refusait de se souvenir d'elle. Certains disent que Miss Lady n'est pas une créature, qu'elle est un reste, un morceau de quelque chose qui n'a pas fini de mourir. D'autres pensent qu'elle cherche encore la partie de son corps qu'on lui a volée, et qu'elle ne partira jamais tant qu'elle ne l'aura pas retrouvée. Moi, je veux pas le savoir. Je préfère dire bonsoir et continuer mon chemin. Parce qu'ici, à la Fondation, la politesse peut littéralement te sauver la vie. Si vous êtes encore là, c'est que vous aimez frissonner dans le moire. Alors abonnez-vous à Nuit d'horreur, parce que les 2 prochaines règles, celles de Randy et de Gusty, feront passer Mr. Hugs et Miss Lady pour de simples contes pour enfants. Il y a des nuits où le silence te ronge. Et puis, il y a des nuits où tu pries pour qu'il revienne. J'ai appris ça la première fois que j'ai vu Randy. La règle numéro 3, quand Randy apparaît, garde-le dans ton champ de vision. Recule lentement, ne cligne pas et ne reviens pas avant le prochain shift. Ça a l'air simple. Jusqu'à ce que tu comprennes pourquoi. Randy n'est pas un surnom mignon. C'est le nom qu'ils lui ont donné parce qu'il ne marche pas comme nous. Il marche à l'envers. Son vrai code, c'est SCP-8092. Mais ici, personne n'utilise les numéros, parce qu'à force, tu finis par t'attacher à ces choses si tu leur donnes un vrai nom.
Le couloir où on le garde est au fond du bâtiment, dans la section ouest. Les lumières n'y brillent jamais complètement. Elles frémissent, tremblent, comme si elles avaient peur de ce qu'elles éclairent. Le sol y est toujours légèrement humide, sans raison. Et l'air, lourd, comme si chaque respiration volait quelque chose à ta poitrine. Je me souviens de cette nuit-là. C'était ma 2e semaine. J'avais été envoyé nettoyer les conduites de ventilation près du laboratoire 7C. Personne ne m'avait dit que Rundy était actif. Je tournais à gauche, la serpillière au lin, quand je l'ai vu. Au bout du couloir, debout, immobile. J'ai cru que c'était un chercheur. Costume gris, chemise blanche, des chaussures noires parfaitement cirées. Son dos tourné vers moi. Puis, il a commencé à bouger, en arrière. Doucement. Ses bras pendaient le long du corps, et à chaque pas, ses coudes se pliaient dans le mauvais sens. J'ai senti mon cœur s'arrêter. Mes jambes voulaient fuir, mais mon cerveau refusait d'y croire. Et puis sa tête a tourné. Pas son corps. Sa tête. Elle a pivoté lentement, comme un mannequin monté sur un axe. Et j'ai compris. Son visage était là, derrière son crâne. Des dents trop droites. Un sourire fixe et des yeux qui semblaient me reconnaître. Je me souvenais de la règle. Regarder, ne pas cligner, reculer lentement. J'ai fait un pas en arrière, puis un autre, et un autre encore. Ses genoux pliés à rebours. Ses pieds pivotaient sans bruit sur le carrelage, et pourtant, il s'approchait. À chaque battement de paupières, il gagnait du terrain. Alors j'ai arrêté de cligner. Mes yeux brûlaient, ma gorge se serrait. Quand j'ai enfin atteint le mur du fond, il a disparu dans l'obscurité comme s'il n'avait jamais été là. Je suis resté 10 minutes sans bouger, le souffle coupé. Puis je suis parti, sans finir le nettoyage, sans rien dire à personne. Le lendemain, j'ai appris qu'un chercheur du même secteur avait quitté le site. C'est comme ça qu'ils disent ici quand quelqu'un disparaît. Depuis, je garde toujours un miroir dans mon chariot. Un vieux miroir de poche, sale, fêlé, mais utile. Si Randy réapparaît, je n'aurai pas besoin de tourner la tête. Parce que je sais maintenant. Quand tu détournes les yeux, il avance. Et si tu fermes les yeux, il est déjà derrière toi. Gusty. La 4e règle, je l'ai d'abord trouvée ridicule. Si Gusty est dans le couloir, ne lui tourne jamais le dos. Mais ici, les blagues ne durent jamais longtemps. On m'avait dit que Gusty ressemblait à ces mannequins d'anatomie qu'on voyait à l'école, ceux avec les muscles rouges en plastique et le sourire figé. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit si vivant. C'était un mercredi. Je devais nettoyer le secteur de recherche C12, un endroit rarement utilisé où l'odeur des désinfectants flotte en permanence. J'avais presque fini quand j'ai senti quelque chose. Pas un son, pas une présence. Juste cette impression qu'on a quand on est observé. Je me suis retourné. Et là, il était là, immobile, rouge et brillant. Son cœur plastique enfermé dans une cage thoracique ouverte, ses yeux peints fixés sur moi. J'ai pensé à Randy. Je me suis dit, ne pas bouger, regarde-le. Alors je l'ai fixé. 1 minute, 2 minutes. Rien. Puis, mon téléphone a vibré dans ma poche. Juste une notification.
J'ai baissé les yeux, une demi-seconde. Quand j'ai relevé la tête, il avait avancé de 5 mètres. Son bras était tendu, ses doigts crispés comme s'il allait attraper quelque chose ou quelqu'un. J'ai senti le sang quitter mon visage. J'ai reculé pas à pas, les yeux rivés sur lui. Chaque fois que je clignais, il bougeait. Toujours plus près, toujours dans le silence le plus total. Ils disent que si tu le laisses t'atteindre, il ne te tue pas. Il t'endort. Et quand tu te réveilles, tu es assis dans une salle de classe du 2e étage, sous une lumière froide, avec lui, juste à côté du projecteur. On l'appelait Gusty, par une vieille étiquette retrouvée dans son dossier. Modèle Gustave, anatomie humaine complète. Mais il n'a rien d'un modèle d'école. C'est un piège vivant, un réflexe d'horreur en plastique. Un jour, j'ai eu à nettoyer son couloir après une alarme. J'ai utilisé la seule méthode sûre, la vidéo 004, un vieux film documentaire sur un lycée oublié, projeté dans une salle de visionnage poussiéreuse. Pendant les 18 minutes du film, Gusty ne bouge pas. C'est le moment où il semble inerte. Mais quand les images s'arrêtent, il reprend exactement où il s'était arrêté. Comme si le temps n'avait jamais coulé pour lui. Je l'ai vu figé une fois à travers la vitre du projecteur. Sa main est élevée, comme s'il allait donner un cours, le sourire toujours collé au visage. Ses dents scintillaient à la lumière du film. Je n'oublierai jamais ce moment. Parce que, à la fin du film, juste avant que l'écran devienne noir, il a tourné la tête. Pas vers la caméra, vers moi. Depuis, je fais mes rondes en silence. Je ne regarde plus les reflets. Je ne cherche plus à comprendre. Parce qu'ici, voir, c'est souvent le début de la fin. Si vous êtes encore là, vous méritez de connaître la suite. Mais je vous préviens, les 2 dernières règles sont les pires. Elles parlent d'un enfant qui ne dort jamais et d'un homme sans visage qu'on appelle le marchand des sables. Avant d'y aller, prenez une seconde. Abonnez-vous à Nuit d'horreur, parce que ce qui va se passer maintenant, vous ne voudrez pas l'entendre seul. Certains endroits dans la fondation ont une odeur qu'on n'oublie jamais. Une odeur d'humidité, de rouille et de peur retenue. C'est ce mélange que tu sens quand tu t'approches de la cellule du Yellow Kid. La 5e règle, assure-toi que la cellule du Yellow Kid soit toujours sous la pluie. Pas de pause, pas d'interruption. Il faut que ça pleuve, toujours. Il l'appelle l'enfant jaune, mais personne ne sait ce qu'il y a sous ce ciré trempé. Je n'ai jamais vu son visage, je ne sais même pas s'il en a un. Sous son imperméable, il y a juste quelque chose de trop petit pour être humain et trop présent pour être ignoré. Sa chambre est une boîte de verre. Un orage éternel y tombe sans jamais faiblir. Des tuyaux descendent du plafond, pulvérisant une pluie continue sur le sol dallé. L'eau s'écoule dans des rigoles, se perd dans des conduits que personne n'a jamais nettoyés. Quand la pluie tombe, le Yellow Kid ne bouge pas. Il reste debout, au centre, la tête penchée, les bras ballants. Ses bottes jaunes trempent dans une flaque immobile, et sous la capuche, rien. Juste une obscurité mouvante, comme un trou dans le monde. Mon travail à moi, c'est de vérifier la pluie. Regarder le cadran, lire les chiffres, vérifier que la pression du réservoir principal reste au-dessus de la marque noire. Si le niveau descend, le système se dérègle. Et s'il se dérègle, la pluie peut s'arrêter. Et si la pluie s'arrête, le Yellow Kid bouge. Personne ne veut voir ça. On raconte qu'une fois, une pompe est tombée en panne pendant 3 minutes. Juste 3. Le temps que 4 agents perdent la vie dans le couloir adjacent. Ils les ont retrouvés alignés contre le mur, le visage tourné vers le sol, comme s'ils étaient noyés debout. Depuis, je garde un œil constant sur le manomètre. Et même quand tout semble normal, j'appuie sur la vanne de secours, juste au cas où. Parce qu'ici, la pluie, c'est la vie. Je me souviens d'une nuit où la pression baissait anormalement. Le cadran tremblait, le niveau d'eau descendait à vue d'œil. J'ai couru jusqu'au panneau de contrôle, mais avant que je tourne la vanne, j'ai entendu un bruit. Un pas. Juste un seul. Et puis un deuxième.
dans la cellule. J'ai levé les yeux vers la vitre et j'ai vu le Yellow Kid lever lentement la tête. L'eau coulait sur sa capuche. Ses bras tremblaient. Et sous le plastique jaune, j'ai cru voir une main minuscule, grise, qui frappait doucement le verre. J'ai activé la vanne d'urgence, l'eau a jailli du plafond comme une tempête et il s'est arrêté. Immobile. Depuis cette nuit, chaque fois que j'entends la pluie tomber, je remercie le ciel de ne plus l'entendre marcher. Et puis, il y a lui. La dernière règle, la plus importante, celle qui te glace le sang rien qu'à la lire. Donne au Sandman son repas chaque soir à 20 heures précises. Le marchand du sable. Mais ici, il ne vient pas pour t'endormir. Il vient t'empêcher de dormir. À tout jamais. Sa chambre n'a pas de mur fixe, seulement du sable mouvant, des dunes ondulantes qui ondulent comme si un vent invisible les faisait respirer. Les rez-de-chaussée, lourds, saturés d'une odeur de poussière et de fer. Et au milieu de cet océan doré, il se tient. Grand, immense, son corps couvert de vêtements ternes, usés par le temps. Sa peau, ou ce qu'il en reste, ressemble à de la wax tirée sur du verre. Pas de bouche, pas de nez. Mais tout en ayant l'impression qu'il te regarde, tu entres dans sa chambre pour lui donner à manger. Une portion de viande, des légumes, un verre de jus. Le tout imbibé d'un tonique surpuissant bourré de caféine. De quoi empêcher un homme de dormir pendant 3 jours. Et c'est bien le but. Parce que le Sandman ne doit jamais s'endormir. Personne ne sait pourquoi. Mais tous ici savent ce qui arrive s'il ferme les yeux. On n'en parle pas. On se contente de le nourrir. La première fois, j'ai failli laisser tomber le plateau. Il s'est mis à parler. Pas fort. Juste une voix sans bouche, qui résonne dans ta tête comme un souvenir trop ancien. « Tu en l'état, Marcus. » J'ai cru rêver. Puis il a ajouté « Ta femme s'inquiète, Jen. Elle n'a pas dormi. » Je me suis figé. Comment pouvait-il savoir ça? J'ai regardé ma montre. 19h59. Je me suis avancé dans la cellule, lentement. Le sable mouvait autour de mes bottes, comme s'il voulait m'engloutir. J'ai posé le plateau dans le carré tracé sur le sol et je suis reculé, sans tourner le dos. Il ne bougeait pas. Mais sa tête s'était inclinée, juste assez pour me laisser comprendre qu'il savait. Depuis ce jour, il parle souvent, toujours des choses que je ne lui ai jamais dites. Mon adresse d'enfance, le nom de mon premier chien, les secrets que je n'ai jamais confiés à personne. Parfois, il me pose des questions et sans comprendre pourquoi, je réponds. Toujours. Comme si ne pas lui répondre était plus dangereux que tout le reste. Il n'a pas besoin de te toucher. Sa voix suffit. Elle te traverse, te retourne, t'épuise. Quand je quitte la salle, je tremble. Pas de peur, non, d'épuisement. Comme si j'avais veillé 3 nuits sans dormir. Un garde m'a dit une fois que le Sandman pouvait manipuler les rêves. Mais la Fondation a décidé qu'il n'en aurait jamais plus, alors il le gorge de caféine, pour qu'il reste éveillé, pour que ses cauchemars ne sortent jamais. Mais parfois, je me demande, et si ce n'était pas lui le danger? Et si ce qu'il retenait en lui était bien pire? Une nuit, j'ai oublié. Un quart d'heure seulement, je parlais à un rechercheur distrait. Quand je me suis rendu compte de l'heure, j'ai couru. J'ai ouvert la porte du Sandman, le plateau de la veille était encore là. Et lui était assis, tête penchée, immobile. J'ai appelé son nom, pas de réponse. J'ai senti une chaleur étrange dans la pièce, le sable vibrait. Et puis d'un coup, il a relevé la tête. 2 trous noirs à l'emplacement des yeux et une voix, pas dans ma tête cette fois, dans la pièce. « Tu as mis du temps, Marcus. » J'ai reculé. J'ai posé le plateau et sans attendre, je suis sorti. Derrière moi, j'ai entendu quelque chose, un souffle long, comme un soupir qu'on retient depuis des siècles. Le lendemain, la caméra de surveillance était morte, les enregistrements effacés. Depuis, je ne manque plus jamais 20 heures. Jamais. Parce qu'ici, rater un repas, c'est peut-être condamner le monde entier à ne plus se réveiller. Marcus croyait qu'en suivant les règles, il survivrait.
Mais à la Fondation SCP, la survie est une illusion. Chaque règle cache une menace, et chaque nuit efface un peu plus la frontière entre l'humain et l'inhumain. Mais si vous pensez que c'est la fin, vous vous trompez. Avant qu'on passe à la conclusion, prenez une seconde pour vous abonner à Nuit d'Horreur. Parce que ce que Marcus va découvrir dans les dernières lignes de son carnet est peut-être la clé de tout. Et croyez-moi, vous ne voulez pas rater ça. Les nuits se confondent, les jours aussi. Quand tu travailles ici, le temps devient un concept inutile. Chaque matin, je quitte ce lieu avec la même sensation, celle de n'avoir jamais vraiment quitté. Je prends la route en silence, les yeux fixés sur les phares de ma vieille voiture, et je me dis que je suis encore en vie. Mais parfois, j'ai des doutes. Chaque fin de service, je retrouve dans mon casier la même enveloppe. Épaisse, froide, lourde. Pas de mots, pas de signature, juste l'argent, toujours le même montant. Assez pour payer les factures, assez pour ne pas poser de questions. Je me change, je prends mes clés, je traverse le couloir sans regarder les caméras. Elles me suivent toujours. Je le sens. Quand j'arrive dehors, le ciel est encore noir. L'air de la montagne me paraît plus lourd qu'avant. Et le silence, lui, ne me quitte plus. Je rentre chez moi. Jen dort déjà. Je m'allonge à côté d'elle, les vêtements encore humides de sueur et de peur. Elle murmure parfois dans son sommeil, mon nom ou peut-être celui d'un autre. Je n'ose plus lui demander, parce que quelque part une voix me dit que je ne suis plus tout à fait le même Marcus qu'avant. Au fil des semaines, j'ai commencé à noter les choses, des détails, des anomalies qui n'étaient pas sur la liste, des couloirs qui changent de longueur, des portes qui apparaissent puis disparaissent, des reflets dans les vitres qui ne bougent pas en même temps que moi. Je garde ce carnet dans mon casier sous mes gants au caoutchouc. Je l'appelle le carnet du réel. Parce qu'ici, il faut écrire pour se souvenir de ce qui est vrai. Sinon, les murs finissent par te convaincre que tu rêves. J'ai découvert des choses qui ne devraient pas exister. Des ascenseurs qui mènent à des étages sans numéro, des salles sans sortie, des voix d'enfants dans les conduites d'aération. Et cette sensation, celle d'être observé même dans l'obscurité absolue. Un soir, j'ai trouvé une porte ouverte que je n'avais jamais vue avant. Aucune indication, aucune lumière, juste un bruit de respiration. J'ai avancé, le cœur battant. Au fond de la pièce, il y avait un miroir, grand, ancien, couvert de poussière. Et dans ce miroir, je me suis vu. Mais ce n'était pas moi. Mon reflet portait la combinaison bleue, oui, mais ses yeux étaient noirs, vides. Il souriait. Un sourire que je n'ai su faire. Il a levé la main, lentement. Je n'ai pas bougé. Et quand j'ai tourné les talons, j'ai entendu sa voix claire, nette, juste derrière moi. Ne sois pas en retard, Marcus. C'était la voix du Sandman. Je n'ai pas dormi pendant 3 jours. Avec le temps, j'ai compris quelque chose. La Fondation SCP ne cherche pas à protéger le monde. Elle cherche à le maintenir endormi. Ces monstres qu'ils gardent, ces anomalies, ces horreurs enfermées derrière le verre, ce ne sont peut-être pas des prisonniers, ce sont des gardiens. Et nous, les humains, sommes ceux qu'ils surveillent. Les chercheurs parlent souvent d'un équilibre fragile entre le réel et ce qu'il y a en dessous. Je crois qu'ils ont raison. La Fondation ne sécurise pas le monde, elle le retient. Elle empêche la réalité de se souvenir de ce qu'elle est vraiment. Et chaque nuit, quand je nettoie ces couloirs,
J'ai la sensation d'effacer les traces d'un rêve trop dangereux pour être vu. Hier soir, j'ai trouvé une 7e règle dans mon casier. Elle n'y était pas avant. Une seule phrase, tapée à la machine. Si tu comprends les 6 premières, ne reviens pas. J'ai lu, relu, puis j'ai regardé ma montre. 19h59. Et pour la première fois, je n'ai pas apporté le repas du Sandman. Quand je suis revenu ce matin, tout était différent. Les couloirs semblaient plus courts. Les murs respiraient. Le verre des cellules vibrait. Et dans la salle du Sandman, le sable était calme. Pas de mouvement, pas de bruit. Le plateau du dîner vide. Il dormait. Je ne sais pas si je suis encore en vie. Je ne sais pas si Jen dort à côté de moi ou si elle n'a jamais existé. Peut-être que je rêve encore, prisonnier d'une boucle que je nettoie sans fin. Peut-être que je suis devenu une anomalie parmi tant d'autres. Mais une chose est sûre, les règles n'étaient pas là pour me protéger. Elles étaient là pour me tester. Et maintenant qu'elles sont brisées, quelque chose d'autre s'est réveillé. Secure, contain, protect. Et vous? Vous pensez être en sécurité? Là, derrière votre écran? Vous croyez que la fondation SCP n'existe pas? Alors souvenez-vous de ce que Marcus a appris. Le monde n'est pas protégé des monstres. Ce sont les monstres qui nous protègent de la vérité. Si vous avez écouté jusqu'ici, c'est que vous aimez plonger dans l'obscurité. Alors, abonnez-vous à Nuit d'horreur et préparez-vous, car la prochaine histoire vous fera douter de ce que vous voyez et de ce que vous êtes.